Depuis 2018, les statistiques qui parlent de la pauvreté, les gens qui sortent de la pauvreté? Bien, on a depuis 2018 160... attendez un petit peu, là, j'ai un chiffre ici. 141 000 personnes qui sont sorties de l'aide sociale pour aller vers l'emploi. Parce que ce qu'on cherche à avoir, c'est ce qu'on veut, c'est éviter que les gens se retrouvent sur cette aide de dernier recours, parce que c'est une aide de dernier recours, et leur permettre d'aller vers l'emploi le mieux possible, le mieux accompagné possible, le plus rapidement possible, parce que c'est par l'emploi qu'on retrouve, qu'on peut avoir un salaire et qu'on retrouve toute la dignité, puis qu'on peut contribuer à la société à la hauteur de ses moyens. Alors, on a différents programmes qui permettent d'intégrer des gens qui sont sur l'aide sociale vers l'emploi. Oui, et on va revenir sur les programmes un peu plus tard, si vous me permettez, Madame la ministre. Alors, quel est l'objectif? Vous avez parlé de 141 000. J'aurais bien aimé entendre sur les pourcentages, parce qu'on parle de pourcentage pour vraiment pouvoir comparer, mais quel est l'objectif de la ministre en matière de pauvreté? C'est de réduire la pauvreté. Est-ce que vous avez des chiffres qui... En fait, les taux de réduction se retrouvent dans le plan de lutte. Alors, il y a le 3e plan de lutte là, que vous connaissez, le PAGEPS, que j'ai prolongé d'1 an pour nous donner le temps de bâtir le 4e plan de lutte, parce que vous savez que la loi oblige le gouvernement à avoir un plan de lutte. D'ailleurs, est-ce que la ministre s'engage, parce que c'est quand même attendu, c'est selon la loi, est-ce que la ministre s'engage à déposer le 4e plan pour lutter contre la pauvreté d'ici la fin de la session parlementaire, c'est-à-dire le 7 juin? En fait, la loi dit qu'il faut déposer le prochain plan d'ici le 30 juin prochain. Alors, c'est sûr que c'est un engagement que j'ai de déposer le plan de lutte, et c'est là-dessus que je travaille. C'est pour ça que, lorsque je suis arrivée en poste, j'ai voulu prolonger d'1 année le 3e plan pour qu'il n'y ait pas aucun bris de service, qu'on puisse maintenir toutes les mesures pour toujours lutter contre la pauvreté et se donner le temps de bâtir ce 4e plan. Et pour ce faire, bien, j'ai fait le tour du Québec. On a fait une large consultation. J'aurai l'occasion de vous en parler très certainement. Mais donc, pour bâtir ce 4e plan. Puis je tiens à vous rappeler que nous sommes, en termes de ce qu'on peut appeler le filet social, en 2e, nous avons le plus bas taux de... comment on dit ça, là? Le plus bas taux de... le plus bas taux de faible revenu au Québec, si on se compare à travers toutes les provinces du Canada. Donc, le plus bas taux de faible revenu au Québec, si on se compare. Si on se compare encore, Banque alimentaire Canada nous a nommé comme étant vraiment excellent en termes d'aide envers les personnes qui sont en situation de précarité. On a eu la meilleure note à travers l'ensemble des provinces et territoires du Canada. Là, Madame la ministre... On veut pas nécessairement... L'idée, c'est pas d'être toujours les meilleurs, mais en fait, si on dit qu'on est les meilleurs, c'est qu'on offre les meilleurs services, on a les meilleurs programmes, on a les meilleurs taux de réussite pour réduire la pauvreté et aider les gens qui sont en situation de précarité. Le 4e plan, si attendu. Chacun des 3 premiers plans contenait une mesure structurante de lutte contre la pauvreté. Soutien aux enfants, crédit d'impôt pour solidarité, programme de revenus de base. Est-ce que le 4e plan, lui aussi, va contenir une mesure structurante, une ou même plus? Et si oui, où se trouvent les sommes prévues à cet effet? Parce que ce n'est pas clair selon le budget
s'il va y avoir vraiment les ressources requises pour avoir un plan robuste. Bien, c'est pour ça qu'il sera intéressant d'avoir le 4e plan, et puis que je serai très heureuse de vous le présenter en temps et lieu avec les mesures qui seront appropriées pour faire en sorte de réduire la pauvreté. L'objectif toujours de ce plan-là, c'est de réduire la pauvreté, c'est de réduire l'exclusion sociale. Alors, il y aura largement dans ce plan de quoi, je pense, répondre aux besoins. J'ai fait une très large consultation. Je suis allée dans toutes les régions du Québec, autant en milieu urbain qu'en milieu rural. J'ai fait les quelques 100 kilomètres de plus pour aller voir ce qui se passait derrière. J'ai rencontré des centaines et des centaines d'organismes. J'ai rencontré les maires, les mandataires des alliances. J'ai été voir ce qui se passait, quels étaient les besoins et comment on pouvait y répondre le mieux possible dans le cadre de ce 4e plan. Sur l'engagement de ce gouvernement, parce que selon le budget qui est presque muet, ce n'est pas clair que c'est une priorité pour ce gouvernement. Pourtant, c'est une vraie crise, c'est un enjeu majeur pour beaucoup de Québécois. Il n'est pas clair, selon les faits, que ce gouvernement s'engage à vraiment lutter contre la pauvreté. Alors, il y a des mesures dans le budget qui montrent notre volonté, puis il y a un 4e plan qui s'en vient, qui va confirmer cette volonté. Il y a certaines mesures. Il y a 85 millions pour la sécurité alimentaire. Il y a des mesures pour le transport des personnes handicapées. Il y a en situation de handicap. Il y a des mesures pour le logement. Il y a... Parce que tout ça, ça fait partie de... C'est un tout. Alors... À part des banques alimentaires, le 40 millions, et le transport, quelles demandes ont été retenues et quelles demandes ont été rejetées? Demande de la ministre vis-à-vis le ministre des Finances. Qu'est-ce qui a été retenu, à part des exemples que vous avez donnés, la ministre a donné, et qu'est-ce qui a été rejeté? Qu'est-ce qu'on a proposé qui a été rejeté? En fait, on s'en va vers un 4e plan de lutte à la pauvreté et je pense que c'est là qu'on va trouver les réponses à vos questions parce que, bon, on peut vouloir la lune et la petite clôture autour, puis peut-être qu'on n'aura ni la clôture ni l'accès à la lune. Mais on peut avoir des mesures. Je vais vous donner un exemple. Ce n'est pas toujours une question d'argent. C'est une question de comment on fait les choses. Je vous donne un exemple. Il y a 2 semaines, il y a 2 ou 3 semaines, je faisais une annonce pour de l'allègement réglementaire pour les organismes communautaires dans la reddition de comptes, où j'ai annoncé que dorénavant, le seuil pour les audits comptables passait de 150 000 à 500 000. Cette mesure-là vient aider plus de 2000 organismes communautaires financièrement et en termes de ressources humaines, parce que avant, lorsqu'ils étaient à 150 000, ils devaient faire un audit qui est la reddition de comptes la plus rigoureuse, importante et imposante qu'on exigeait et qui faisait en sorte qu'ils devaient consacrer énormément de ressources humaines et financières pour faire cet audit-là avec une firme comptable à qui on demandait d'aller passer des jours et des jours et des jours dans cet organisme. Dorénavant, on n'a plus besoin de faire ça. Il y a encore de la reddition, mais c'est beaucoup plus allégé. C'est une mission d'examen, ce qui est beaucoup plus simple. Et ça, là, Madame la députée, ça vaut des centaines de milliers de dollars et ça ne coûte rien. Alors ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire avec de l'allègement en réfléchissant comme il faut à des façons de faire qui ne coûtent rien, mais qui changent la vie des gens réellement.
tout à fait d'accord que ce n'est pas juste une question d'argent, mais on comprend qu'un budget, ça démontre clairement les priorités d'un gouvernement. Alors, est-ce que il y a d'autres sommes qui sont envisagées en lien avec le 4e plan? Revenons sur ce budget. Non, c'est pas ça. Revenons sur ce budget qui est mis sur l'éducation et la santé. Est-ce que l'éducation et la santé ne sont pas la base même de la lutte à la pauvreté? Nécessaire, mais non suffisant. Il y a d'autres mesures qui sont dans ce budget que nous serons appelés, que vous serez appelés à découvrir et qui vont être... il y a des choses qu'on voit dans le budget. Tout n'est pas là, je vous le dis, tout n'est pas là. Bon. Vous me permettrez de prendre le temps de déposer le plan de lutte. Parfait. On attend ça d'ici le 30 juin, impatiemment. Est-ce qu'on peut donc, juste pour reposer la question, mais de façon contraire, est-ce que la ministre pourrait nous confirmer qu'il n'y aurait pas de coupure au sein de son ministère? Donc, on comprend qu'il n'y a pas de... Parce qu'il y a un exercice d'optimisation. Est-ce que le ministère a été consulté? Est-ce que le ministère a reçu une demande d'optimisation au sein de la part du Conseil du Trésor? Oui. Ça, on améliore notre façon de faire, on améliore nos processus. Ça peut vouloir dire que ça nous permet de réduire les coûts quelque part. Ça peut être tel type de travail qui se faisait ne plus à être fait, mais pourra servir à autre chose. Mais il n'y a pas de coupure. On veut bien gérer chaque dollar. On veut s'assurer que ce ministère, qui est quand même assez imposant, qui a un énorme budget, mais énorme budget qui sert principalement aux prestations. C'est 97% du budget qui sert aux prestations. Alors, puis on a autour de 7 000 employés dans ce ministère. C'est beaucoup de monde parce que c'est un service direct à la population. Je veux revenir à une question antérieure. Est-ce que la ministre a demandé quelque chose à son collègue, le ministre des Finances, justement pour démontrer que le gouvernement soutient cette lutte contre la pauvreté, que c'est vraiment une priorité? Est-ce qu'il y a eu des demandes qui n'ont pas été reçues, qui ont été rejetées, ou tout a été accepté? Tout ce qui est reflété dans le budget, ça démontre les demandes, toutes les demandes du ministère. Si je vous disais oui, je manquerais d'ambition. Alors, il y a des choses que j'aurais certainement souhaité avoir, mais que je ne peux pas avoir là, pas de cette façon-là, alors on s'y prend autrement. Bonjour tout le monde. J'écoutais la ministre tout à l'heure répondre à ma collègue qu'il y avait une diminution de la pauvreté au Québec, mais j'ai aussi entendu dire qu'elle avait constaté de ses yeux une augmentation de l'itinérance, une augmentation de la demande dans les banques alimentaires. Donc, de toute évidence, il y a assurément des gens qui sont plus pauvres qu'avant. Les gens qui sont pauvres sont de plus en plus pauvres. Je pense qu'on le constate à travers le Québec. Donc, ça veut dire qu'on a un problème avec notre filet social. L'an dernier, la ministre avait dit qu'elle voulait mettre à jour la loi sur l'aide aux personnes et aux familles. C'est une mise à jour qui est plus qu'urgente parce qu'en ce moment, les règles font en sorte que c'est un aller simple vers la pauvreté extrême de se retrouver sur ces programmes-là. Donc, j'aimerais savoir quand est-ce qu'on peut attendre ce projet de loi. Bientôt. Bien, c'est quelque chose sur lequel je travaille. Je l'ai dit, je l'ai annoncé. C'est une énorme préoccupation pour moi. C'est une priorité. La modernisation de la loi, autant le plan de lutte à la pauvreté que la modernisation de la loi. Une loi qui n'a pas été réellement vue et corrigée depuis une bonne vingtaine d'années. Alors, il y a un travail immense qui a été effectué par les équipes. Puis on a tâché de soulever chacune des pierres pour voir sur quoi on pouvait agir, comment on pouvait le faire. Et de manière... c'est un travail très, très rigoureux qui a été fait. Alors, est-ce qu'on va pouvoir voir... J'espère bien. Est-ce qu'on va le voir, ce projet de loi-là, avant le dépôt du plan de lutte à la pauvreté? Bien là, je ne peux pas vous donner de date parce que j'en ai pas de date. Alors,
date, je vous demande si ça pourrait être avant le dépôt du plan de lutte. J'ai hâte de pouvoir faire avancer, de pouvoir vous présenter ce projet-là. Est-ce que ça pourrait être avant la fin de l'année 2024? Mon Dieu! Parce qu'il est très attendu. Il est très attendu, puis il y a des problèmes importants dans le travail programme. très ardemment. OK. La ministre me dit qu'elle a retourné toutes les pierres, en tout cas beaucoup de pierres. Mon collègue, député de Laurier-Dorion, a déposé il y a quelques semaines une pétition concernant la notion de la vie maritale pour les prestataires d'aide sociale. En ce moment, les personnes qui cohabitent, qui sont considérées comme un couple, vont s'appauvrir parce qu'elles vont recevoir une seule prestation pour 2 personnes. Je vais vous laisser imaginer toutes les conséquences que ça peut avoir pour les femmes qui sont prises dans une situation de violence, par exemple, toute la précarisation que ça engendre pour une femme qui ne reçoit pas sa propre prestation qu'elle peut déposer de son côté dans ses affaires à elle et toutes les entraves à l'autonomie que ça génère. Donc, j'aimerais ça savoir, est-ce qu'on va voir des changements prochainement à ça? Bien, quand je vous dis qu'on soulève toutes les pierres, ça fait partie des réflexions, évidemment, parce qu'on a déjà commencé à le faire avec le programme de revenus de base, avec des prestations individualisées. Il y a plein de choses dans ce programme-là qu'on a fait, mais évidemment qui s'adresse à des personnes qui sont en situation voyons, comment on appelle ça? Dépendance? Non, pas de dépendance, mais... Non, elles sont en... En colocation? Non, c'est pas ça. Ces personnes-là, sur le PRB, ont des contraintes sévères. Bon, merci. À la gang, finalement, on y arrive. Merci beaucoup. Alors, contraintes sévères ou pas? Ministre, moi, ce que je vous demande, c'est que chaque personne puisse recevoir sa propre prestation, là, qu'elle soit en couple ou pas. Là. Alors, c'est une de ces pierres qu'on a soulevées, qu'on a regardées de tous les côtés, puis on arrivera avec un... Je peux pas dire quand exactement, j'ai hâte, là, j'ai très, très, très hâte. Puis on travaille très, très fort à ce que ça puisse avancer le plus rapidement possible. Et puis de pouvoir répondre à votre question. Je comprends que la ministre ne peut pas divulguer le contenu d'un projet de loi, mais est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait des solutions à cet enjeu-là dans le projet de loi qu'elle va déposer? Je veux que vous sachiez que je suis extrêmement consciente des différents enjeux et qu'on cherche à faire avancer le mieux possible pour que la situation des femmes m'interpelle beaucoup aussi, là, parce que je sais que c'est un enjeu très important. Alors, on avance, mais je peux rien avancer de plus aujourd'hui que de vous dire qu'on avance. OK. Je vais vous amener sur une autre pierre, la question des gains de travail. Fargeons pas. Non, la question des gains de travail. Je vous ai entendu tout à l'heure dire que des fois, c'est pas une question d'argent, c'est une question de comment on fait les choses. Je suis tout à fait d'accord avec vous et je pense que c'en est un excellent exemple parce que ça, c'est une mesure qui ne coûterait rien à l'État de modifier les gains de travail que les gens peuvent gagner. Là, en ce moment, les personnes qui sont sur l'aide sociale touchent 807 $ par mois. Elles ont le droit d'aller chercher un revenu d'appoint, mais pas plus que 200 $ parce qu'autrement, on leur enlève tout ce qui reste. Donc, clairement, ce n'est pas un incitatif à se chercher du travail, ou bien c'est un incitatif à travailler au noir. Là. On peut le voir de différentes manières, mais clairement, moi, je ne comprends pas la logique. Là, puis je ne comprends pas pourquoi une personne qui est considérée avec des contraintes sévères à l'emploi permanentes, donc qui touche le revenu de base, on lui permet d'aller gagner jusqu'à autour de 15 000 $ par année, alors qu'on sait qu'elle a des contraintes sévères à l'emploi. Mais une personne qui est considérée apte à travailler, on l'empêche de gagner plus que 200 $ par mois. En pleine crise de pénurie de main-d'œuvre, je ne vois pas la cohérence à ça, donc j'aimerais savoir pourquoi c'est ainsi. Bien, ce 200 $ m'a interpellée aussitôt que je suis arrivée au ministère. Ça a été la première question que j'ai posée, puis savoir que c'est depuis 1990, je pense, là.
1999 que ça existe. Bon. Et puis, dans la consultation que j'ai faite dans ma tournée à travers le Québec, j'ai largement... on en a discuté beaucoup. Alors là, c'est de trouver la meilleure solution à ça. Il y a... Puis il faut savoir que quand on bouge quelque chose, ça a un impact ailleurs, dans l'ensemble de notre système fiscal. Fait que c'est là qu'il faut trouver la bonne formule pour avancer le mieux possible. Mais encore là, c'est quelque chose qui nous interpelle beaucoup. Madame la ministre, parce que quand on regarde dans les autres provinces, là, il y a différentes façons de fonctionner dans les Oui, mais les gains de travail permis sont d'un tout autre ordre, de 18 000 en Colombie-Britannique, en Alberta, 15 000 en Ontario. On est vraiment dans un autre ordre de grandeur par année. Là. On l'a fait dans le programme de revenus de base. Exact. Donc, moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi c'est pas la même des personnes exemption. qui ont des contraintes sévères à l'emploi, puis qu'on n'embaucherait pas nécessairement facilement, pour qui c'est plus difficile d'avoir un emploi, de leur permettre... ça permet, là, puis on le voit, ça leur permet d'aller chercher des revenus supplémentaires parce qu'ils peuvent s'intégrer dans un emploi à mi-temps. Exact. C'est exactement la raison pour laquelle... Mais une personne qui est apte à l'emploi, c'est différent. C'est différent. Alors, la ministre connaît il y a d'autres quand programmes. même... Là. Il y a Objectif Emploi, par exemple, qui permet d'améliorer... Je peux? Bien, je vais poser ma question. 2 secondes pour vous dire d'arrêter de vous interpeller parce que c'est très difficile à suivre à la régie, puis pour nous, puis pour ceux qui nous suivent. Oui. Fait que donc, s'il vous plaît, attendre la réponse soit terminée et question courte, réponse courte, s'il vous plaît, Madame la ministre. D'accord. Donc, désolée, Madame la Présidente. Merci. Moi, ce que j'essaie de faire valoir à la ministre, c'est précisément... Elle connaît le profil des personnes qui touchent l'aide sociale en ce moment-là. Les personnes qui touchent 800 $ par mois en ce moment-là, c'est des personnes qui sont très éloignées du marché du travail. Je pense que c'est assez clair là, sur le terrain. Elle a fait la tournée de Services Québec, elle a dû se le faire dire. Ces personnes-là, ça peut être une manière de les réintégrer progressivement en emploi, de leur permettre d'aller travailler une couple d'heures par semaine. Je pense que les employeurs seraient ravis d'avoir quelqu'un qui serait capable de faire un peu plus d'heures par semaine que ce qui permet d'atteindre 200 $. Donc moi, je ne m'explique pas pourquoi on ne favorise pas une mesure comme celle-là, dans la mesure où ça ne coûterait rien à l'État et ça permettrait sans doute de diminuer les files dans les banques alimentaires de l'autre côté. Parce que c'est impossible dans aucune ville au Québec actuellement de vivre avec 807 $ par mois. Oui. Bien, je vous rejoins. Ce sont des personnes qui ont un profil différent aujourd'hui, qui sont plus éloignées du marché du travail, qui ont besoin d'accompagnement. Et je pense qu'il faut beaucoup miser sur l'accompagnement pour réintégrer, pour que ces personnes-là puissent entrer sur le marché du travail et puissent contribuer à la hauteur de leurs moyens, de leurs capacités. C'est ça l'objectif. Alors, c'est vers ça qu'on s'en va. C'est ce qu'on veut faire. Puis là, il y avait un autre... Est-ce qu'on peut s'attendre que cette pierre soit retournée dans le projet de loi qui va être déposé prochainement? On retourne beaucoup de pierres. Ne m'en jetez pas trop après, par exemple. Vous aurez remarqué que je n'en jette aucune. Je propose des solutions pour diminuer la pauvreté au Québec. Oui, je vous en remercie infiniment. Je vais vous en proposer une autre solution dans les quelques minutes qui me restent. Le programme de revenus de base, justement, que je salue aussi. En ce moment, une personne qui est reconnue officiellement pour avoir une contrainte sévère à l'emploi doit attendre 5 ans et demi avant d'avoir accès aux revenus de base. C'est énorme. Il y a un écart de 400 $ par mois entre les deux programmes. Donc, on impose 5 ans et demi de précarité à des personnes dont on sait qu'elles ont des contraintes sévères à l'emploi. Donc, pourquoi attendre aussi longtemps? Est-ce qu'on peut réduire ce délai-là? Bien, très honnêtement, c'est une période qui a été déterminée. En fait, les gens qui peuvent avoir une contrainte sévère à la solidarité sociale, contrainte sévère qui n'est pas déterminée immédiatement comme persistante, permanente. La permanence, selon, en fait, ce qu'on a pu
identifié, là, c'est scientifique, là, ça s'est fait à partir de recherches de données, etc. C'est dans le 60, parce que c'est 66 mois sur 72, c'est bien ça. Alors, c'est dans cette période-là, là, de 66, que les gens ne ressortent pas. Parce que les gens qui sont sur la solidarité sociale, à cause d'une contrainte sévère, peuvent sortir. Lorsque la contrainte... Sur le revenu de base, on ne peut pas ressortir? Pardon? Sur le revenu de base, vous me dites qu'on ne peut pas ressortir? On ne peut pas quitter ce programme? Il n'y a pas beaucoup de sorties. Il y en a moins de sorties sur le revenu de base. Il y a moins de sorties parce que la contrainte, elle est permanente. Et en 2022, votre ministère a modifié la liste des diagnostics évidentes pour des personnes qui puissent automatiquement recevoir la solidarité sociale en tant qu'adultes en retirant plus de 50 diagnostics, y compris l'autisme, la bipolarité et la schizophrénie, en déduisant que ces personnes sont aptes au travail. La première question, qui sont les professionnels que votre ministère avait mandaté de contribuer au travail pour modifier la liste des diagnostics évidentes? Quelle était leur formation et pourquoi le ministère n'a pas mandaté l'expertise de l'INES, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux? C'est un comité qui est formé de professionnels, de médecins, de psychiatres, psychologues, des gens qui... j'ai une liste, là. Donc, des professionnels, médecins du Centre de services d'évaluation médicale et socioprofessionnelle, conseillers socioprofessionnels, médecins de services de révision médicale, des gens que j'ai rencontrés aussi, qui ont fait une révision de cette liste dont la dernière mise à jour datait de 1999. Et pourquoi pas l'INES, qui normalement s'occupe justement, pourquoi pas l'Institut qui justement... qui a été... Les médecins spécialistes ont été consultés aussi qui ont fait partie de ce comité. En fait, des médecins, des spécialistes, des gens qui sont des spécialistes socioprofessionnels, donc qui sont capables de voir. Cette liste-là qui a été modifiée, c'est pas pour ostraciser des gens, c'est pas pour... Au contraire, c'est parce qu'il y avait dans cette liste-là des maladies qui n'existent plus aujourd'hui, soit qu'elles n'existent plus aujourd'hui, ou soit qu'elles sont contrôlées aujourd'hui. Qui ne sont pas des maladies qui, de manière directe, tu as cette maladie-là, tu ne peux plus jamais travailler de ta vie. C'est pas vrai. Puis dans le cas de l'autisme, on parle du spectre de l'autisme. Alors, un spectre, c'est que ça peut être assez large. Et puis, on voit de plus en plus, puis j'en suis témoin, des gens qui... il y a une époque, auraient été bannis à cause de l'autisme. Aujourd'hui, sont totalement intégrés dans la société. Des gens qui travaillent, des gens qui étudient. Alors, et quand une personne a une maladie, elle est vraiment là, inapte, elle ne peut pas travailler. On lui dit pas, ben non, tu fais pas partie de la liste, fait qu'on s'occupe pas de toi. C'est pas vrai, ça. La liste, c'est un guide, mais on va bien au-delà de ça. Et quand on parle de l'autisme, étant donné que c'est un spectre et que, peut-être avons-nous des gens qui souffrent d'autisme aussi ici, là, dans la salle, là, on ne le sait pas, là. Alors, on ne le sait justement pas. Mais je dis ça comme ça, là, mais parce que c'est maintenant une maladie qui peut soit être contrôlée, soit que la personne peut être intégrée. Vous connaissez
les écoles, Giant Steps, par exemple, là, bon, où les enfants, dès le bas âge, sont scolarisés, puis peuvent, à la fin, travailler. Alors, est-ce qu'il faut dire que l'autisme fait partie de cette liste-là, absolument, alors que la situation a changé, notre société évolue. Il y avait une liste en 1999, on a une liste qui date de 2022, puis qui peut-être changera dans 10 ans ou dans 15 ans, parce que la science évolue aussi. Madame la ministre, selon les documents fournis par votre ministère lors de l'étude des crédits l'année passée, on a appris que 64 des demandes de prestations en raison de contraintes sévères à l'emploi sont rejetées par le comité d'évaluation médicale. Alors, on se préoccupe. Est-ce que cet exercice-là, c'est quoi la motivation de procéder à cet exercice? Est-ce que c'était pour faire des économies à l'État au nom des plus vulnérables de notre société? Non, c'est certainement pas de toucher les plus vulnérables de notre société, parce que ne pas être dans la liste ne veut pas dire qu'on ne reconnaît pas la contrainte. Loin de là. Que ce comité a mis en place pour prendre ces décisions qui ont des impacts sur la vie des personnes souvent très vulnérables, et quand est-ce que le rapport de que ces travaux sera rendu public? Il y a des maladies qui étaient dans cette liste-là qui n'existent plus aujourd'hui. Qui n'existent plus. On parle des maladies qui existent présentement. Je comprends qu'il y a un certain élément de... Mais là, parlons des maladies qui existent. Oui. Quels sont les critères? Est-ce qu'on va rendre public les rapports de leurs travaux? Ah, c'est à moi à répondre? Oui. OK, je voyais son micro allumé, c'est pour ça. La liste, elle est revisée aux 5 ans. Alors, s'il y a d'autres modifications à faire, il y aura d'autres modifications. Mais les modifications qui ont été faites ont été faites parce que, puis concernant l'autisme, à cause de ce spectre, il n'y a pas de spécificité à tel type d'autisme ou... Juste par exemple, on parle le spectre de l'autisme, mais je regarde aussi aveugle des deux yeux. Ça a été enlevé comme contrainte sévère. Ça a été enlevé. Et on comprend que pour ces personnes-là, souvent de se faire évaluer, souvent des personnes qui vivent une précarité financière, de devoir débourser plus de 2 000 $ parce que ça n'existe pas au public pour des adultes, ces évaluations-là. Pour recevoir un diagnostiqué en tant qu'adulte, comme je dis, le réseau public ne l'offre pas. Donc, c'est un 2 000 $ pour des gens qui vivent la précarité financière. Est-ce que c'est juste? Mais les implications de ce processus-là, les impacts? Le processus, c'est de reviser cette liste aux 5 ans et de ne pas avoir une maladie dans la liste ne fait pas en sorte que la personne malade sera refusée. Là. On lui refusera l'accessibilité aux prestations, puisque ça permet, ce que ça a permis, là, parce que ce qu'il faut reconnaître, c'est que le temps d'attente était extrêmement long. Extrêmement long. Alors, comment pouvions-nous... un des objectifs de cette analyse-là, c'est comment on peut réduire le temps d'attente, puis on est maintenant à quelques 24 à 48 heures d'attente, alors qu'on était à plusieurs semaines. D'ailleurs, mais je voudrais souligner quand même, Madame la ministre, qu'il y a une tendance qui est très préoccupante, et c'est que alors que le nombre de personnes ayant des incapacités, ça augmente au Québec, les plus récentes statistiques sur le recours à l'aide sociale pour les personnes ayant des contraintes sévères à l'emploi révèlent une diminution constante du nombre de prestataires au programme de solidarité sociale et programme de revenus de base. Donc, c'est ça, les personnes avec des contraintes sévères à l'emploi qui ont accès à ces programmes-là, c'est se voir refuser de plus en plus, malgré
que le nombre avec des incapacités augmente au Québec, donc ça va vraiment dans la mauvaise direction. Pour être reconnu, de toute façon, il faut être reconnu par le médecin. Il y a une liste, puis il faut être... Si ce n'est pas sur la liste, la personne est reconnue par un médecin. Et puis là, ce qu'on vise... Est-ce que c'est à mon tour ou... OK. Ce qu'on vise, c'est... il y a le médecin, mais on veut élargir aux professionnels de la santé aussi, ce qui va permettre d'améliorer accélérer les diagnostics. Là, je parle de tendance générale. Donc, ça va dans la mauvaise direction. Les prestations, l'accès des prestations. Donc, mais est-ce que la ministre, elle est consciente de ce fait que il y a de plus en plus de gens se font refuser, les gens qui sont fait refuser, malgré qu'il y a plus de personnes avec des incapacités au Québec. Ça va en augmentant. Et on diminution constante du nombre de prestataires à ces deux programmes pour les personnes avec contraintes sévères. Est-ce que la ministre est consciente de cette tendance? OK. Bien, c'est... probablement lié au vieillissement de la population, la diminution du nombre de... Confirmer que cette diminution... C'est ce qu'on me confirme. OK. Parce qu'on aimerait revenir là-dessus. Est-ce que la ministre pense que c'est acceptable de demander à des personnes neurodivergentes, vulnérables et financièrement précaires de payer pour un diagnostic privé et de comprendre... même de comprendre le processus pour avoir accès à des fonds qui peuvent faire la différence entre eux et le fait de devenir sans-abri. Est-ce qu'au moins la ministère pourrait s'engager à ce que ces frais de 2 000 $ pour les diagnostics privés soient assumés par l'État, par le public? Lorsque ces gens font appel à nous, on les accompagne dans leur demande pour faire en sorte que ce soit le plus simple possible. Puis parfois, oui, on fait face à des personnes qui peuvent avoir certaines difficultés là, à comprendre tout le processus, puis répondre aux questions. Alors, on les accompagne. Et puis, dans les travaux qu'on mène, on veut simplifier le plus possible pour les prestataires, pour les fonctionnaires, faire en sorte que ce soit le plus fluide, le plus simple possible. Parce qu'on voit qu'il y a des endroits où c'est un petit peu complexe. Alors, on veut améliorer À part est-ce qu'il y aurait un accompagnement financier? Un 2 000 $, c'est beaucoup pour n'importe qui, mais une personne qui, par définition, vit la précarité financière, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que le gouvernement serait ouvert, la ministre serait ouverte à regarder ces frais-là, le 2 000 $ ou à peu près, pour avoir un diagnostiqué pour un adulte? Bien là, vous parlez de quelqu'un qui va Parce que là, ils ne sont plus sur la liste. Donc, ils ne sont pas sur la liste, donc ils doivent avoir un diagnostiqué. Et pour un adulte, ça coûte 2 000 $ à peu près. Alors, si on peut simplifier les procédures, on va le faire. La ministre s'engage à les simplifier? C'est l'objectif que j'ai. Alors, peut-être une dernière question. Comment le gouvernement compte-t-il surmonter les défis financiers et mettre en œuvre efficacement la réforme de l'aide financière, de l'aide sociale, pour revenir sur les questions de ma collègue, étant donné que les ressources budgétaires semblent être très limitées? Alors, comment, même si c'est cette année, comment on va mettre en œuvre une vraie réforme de l'aide sociale avec le budget? Est-ce qu'il y a d'autres ressources qui vont être mises sur la table pour vraiment appuyer une vraie réforme de l'aide sociale? Vous parlez de budget, là? Bon. Là, ce que je vous ai dit déjà, c'est ce qu'on cherche à faire, c'est une modernisation de ce régime de l'assistance sociale.
On essaie de voir comment on peut améliorer les choses, faciliter l'accès pour les gens, faciliter aussi pour nos fonctionnaires qu'il y ait un certain allègement bureaucratique, si on peut. En termes financiers, bien, de manière régulière, il y a des indexations. On procède à l'indexation à l'indexation des prestations chaque année. L'année dernière, c'est 6,44 %. Cette année... Que nous avions pour cet échange. Mais les faits sont là, Madame la Présidente, que la ministre constate le taux de roulement, le taux de postes vacants, c'est à un extrême comparé à la moyenne québécoise. Est-ce que la ministre, elle est au courant et qu'est-ce qu'elle va faire pour s'engager? Question précise, est-ce qu'elle nous confirme aujourd'hui qu'elle travaille avec ses collègues pour instaurer une indexation annuelle? Il y a le rehaussement, ça c'est un enjeu important, mais aussi instaurer une indexation annuelle des subventions à la mission globale pour l'ensemble des organismes. Est-ce qu'elle prend un engagement aujourd'hui? Madame la ministre. Si le Parti libéral n'avait pas coupé les organismes communautaires, on n'aurait pas à procéder à ce rehaussement et à ces investissements aussi importants aujourd'hui. Et on aurait pu peut-être améliorer d'autres conditions. Mais il faut qu'on reprenne les choses là où ça a été coupé dramatiquement. Il a fallu rajouter de l'argent pour rétablir les choses pour les jeunes. Alors, on travaille pour améliorer les conditions de travail des organismes communautaires. On rehausse le financement à la mission des organismes communautaires. On met en place des mesures pour faciliter le travail, permettre la rétention des employés, faire en sorte que ce soit aussi attrayant dans un organisme communautaire que dans un autre type d'emploi, sachant qu'en milieu communautaire, il y a quelque chose de particulier. Il y a cette mission particulière de l'organisme qui fait que il y a cet engagement personnel aussi. Alors, merci beaucoup, Madame la Présidente. Je suis contente que la ministre parle de rehaussement et la question que je repose est courte et claire, j'espère. Est-ce que la ministre s'engage, et là on parle d'instaurer une indexation annuelle des subventions à la mission globale pour l'ensemble des organismes dans le secteur communautaire? Madame la ministre. J'ai mentionné tantôt qu'il y a des travaux à venir pour une loi cadre en action communautaire. Il y aura des discussions, il y aura des réflexions très poussées qui seront faites à ce niveau-là. Il y aura des consultations qui seront faites et c'est dans ce cadre qu'on pourra avancer dans cette... avec des différentes propositions. S'agira-t-il d'indexation ou autre? On verra. Ce sera dans les discussions avec les organismes communautaires. Merci. Qu'est-ce que la ministre s'engage à reformuler la loi cadre en action communautaire avant 2026? Madame la ministre. Bien, il est difficile pour moi de donner des dates précises. Je vous dis quelles sont mes priorités, mes objectifs, et puis on a un calendrier, législatif. Alors, je ne peux pas donner de date précise, mais mon objectif, j'ai 3 grandes priorités et c'est dans ce sens que je travaille. Bon, si je comprends bien, la ministre ne s'engage pas dans ce mandat de ce gouvernement qui est au pouvoir depuis déjà 6 ans, ne s'engage pas dans cette direction pour s'assurer dans la loi cadre que vraiment combler et respecter le secteur communautaire qui est vraiment en crise. Donc, je parle des statistiques. C'est vraiment une crise. Et c'est surtout, et je sais que la ministre, elle se préoccupe de ça parce que je sais que les femmes, ça lui tient à cœur et c'est surtout des femmes qui travaillent dans ce secteur. Lorsqu'on dit que le fait que ça soit une mission, que ça nous tient à cœur, c'est pas assez. C'est un manque de respect pour les femmes. Ces femmes surtout qui travaillent au sein de cette se voient sous-payées
je ne vous dis pas que la ministre a un manque de respect, au contraire, mais cette approche, c'est inéquitable. Madame la ministre. J'abonde dans votre sens. Ce que le gouvernement libéral a fait, c'est inéquitable. Et nous, on a rétabli la chose avec le plan d'action gouvernemental en action communautaire 2022-2027. Parce que le gouvernement libéral n'a pas financé les organismes communautaires. Le gouvernement libéral a coupé les organismes communautaires, n'a pas tenu compte du travail des femmes dans les organismes communautaires. Aujourd'hui, on le fait. Aujourd'hui, bien, on le démontre. Je vais vous remontrer encore mon petit tableau. C'est depuis 2018 que cette courbe a grimpé. Jamais auparavant. Jamais. Regardez, là. C'est une petite ligne horizontale qui bouge presque pas. Alors qu'en 2018, le financement a grimpé, puis que maintenant, on a une ministre de l'Action communautaire. Alors, on continue à travailler. Puis, je veux bien que vous ayez vous vouliez veiller des engagements, mais il aurait fallu que vous en preniez des engagements vous-même. Ça faciliterait le travail aujourd'hui. Merci. Madame la députée. Merci, Madame la Présidente. Mais évidemment, la CAQ est au pouvoir depuis 6 ans, donc il faut prendre ses responsabilités. Et chaque fois qu'un ministre se lève avec son tableau de bord et avec ses chiffres, on parle d'investissement sans précédent. Pour moi, c'est admettre un certain échec. Parce que si les investissements n'ont pas des résultats souhaités, et on voit selon les statistiques que je viens de citer, un écart de 33 % des postes vacants à 22 % comparé à la moyenne de 5,8 %, c'est des faits. Pour moi, c'est des faits qui démontrent un certain, malgré les investissements, un échec. En tout cas, observation.